On est bon. Voilà, bonjour à tous. Merci de bien vouloir accueillir le professeur Didier Pittet et Patrick Chapat. Bonjour à tous les deux, on est très content de vous recevoir à l'occasion de cette déjà avant-dernière journée du Salon du Livre de Genève, un salon reconfiguré appelé Salon en Ville, avec une quarantaine de lieux comme ce très beau théâtre des salons qui nous reçoit, 40 lieux qui reçoivent à peu près 200 rencontres jusqu'à demain. Professeur Pittet, vous êtes médecin épidémiologiste, je vais buter chaque fois sur ce mot je crois, chef du service de prévention et contrôle des infections au HUG à la faculté de médecine. Vous travaillez en étroite collaboration avec le Conseil fédéral et le gouvernement cantonal dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Vous présidez la mission indépendante d'évaluation de la gestion de crise du coronavirus en France. Et vous publiez avec Thierry Crouzet « Vaincre les épidémies, de la prise de conscience aux gestes qui sauvent ». Dites-nous en 2 mots l'histoire de ce livre, que vous racontez d'ailleurs à la fin de l'ouvrage. Le mieux, c'est que vous preniez un micro. Alors, bien sûr. Voilà. Écoutez, tout d'abord, l'histoire de ce livre. Parlons d'abord du mérite de ce livre. Tout le mérite en revient à Thierry Crouzet, en fait. Parce que c'est lui qui l'écrit. Il l'écrit, certes, à la première personne, mais c'est lui qui a fait tout le travail. Alors, en 2 mots, ce qui s'est passé, c'est assez simple. Thierry Crouzet est un écrivain qui a déjà écrit Le geste qui sauve, le premier livre sur l'histoire du gel hydroalcoolique. Ensuite, je l'ai un peu aidé à écrire un autre livre qui s'appelle Résistance. C'est un écrivain, donc il écrit beaucoup de livres. Et on se connaît très très bien depuis 2012, en fait. Et puis, en février, tout début février de cette année, il devait venir, et il est venu à Genève, comme on le fait de temps en temps, pour écrire la suite du premier livre, Le geste qui sauve. Et alors, il vient une semaine à Genève, il vit à la maison, il m'accompagne au travail, et j'essaie de libérer ma semaine pour travailler avec lui le plus possible. Or, dans cette toute première semaine du mois de février, lorsqu'on était dans mon bureau à travailler sur le geste 2, enfin, qui va s'appeler Adapter pour adopter, on a été dérangé toute la semaine, mais tout le temps, avec des histoires de l'aéroport, du vol Air China, etc. Et à ce moment-là, il m'a dit, mais écoute, c'est pas possible, c'est incroyable, on va essayer il faut que j'écoute tout ça, il faut que je comprenne tout ça. Et lui, c'est un journaliste scientifique extrêmement curieux, et donc il va chercher des données un peu partout. Et voilà, donc c'est comme ça que cette semaine s'est passée. Je suis parti en catastrophe à Hong Kong, comme c'est raconté dans le livre, et donc les laissé en plan à Genève. Et puis ensuite de ça, il m'a dit, écoute, tiens-moi informé, envoie-moi des messages, chose que j'étais totalement incapable de faire. Donc j'ai pris le système WhatsApp et je lui dictais des petites choses, etc. Je lui envoyais quelques photos. Et puis ensuite, il est revenu 2 fois en immersion à Genève et il a écrit ce livre ensuite, qui est un journal finalement, que évidemment j'ai relu complètement et j'assume tous les mots de ce livre. J'ai eu la chance de le relire cet été en juillet parce que la situation était relativement calme. Ça a changé un peu depuis. Et voilà, donc, mais tout le mérite de ce livre en vient à Thierry. Et c'est en effet un journal. Alors, on y reviendra à ces messages dictés sur WhatsApp parce qu'ils ne sont pas allés que chez Thierry, ils sont aussi allés chez Patrick et chez quelques autres. Patrick Chapat, vous êtes journaliste, dessinateur de presse, autant à la NZZ am Sonntag. Vous dessinez aussi pour le magazine allemand Der Spiegel. Pendant 20 ans, vous avez été dessinateur de presse pour l'International Herald Tribune, puis pour le New York Times. Vous contribuez aujourd'hui au Boston Globe et au Canard enchaîné. Vous êtes président, et c'est important, de la Freedom Cartoonist Foundation et vous êtes le tout récent lauréat du prix de la Fondation pour Genève. Depuis... Quelle liste! Ouais, c'est pas mal, hein. On se fait vieux du coup, hein. Ouais. Depuis 1995, vous développez également la BD reportage sous forme de print sur Internet, en télévision. Vous publiez, et vous nous faites un cadeau parce que ce nouveau reportage dessiné ne sortira que mercredi, mais il est là. J'en ai un exemplaire ici, il y en a toute une série d'exemplaires. Allez-y, montrez-le, Pascal, montrez-le. Oui, il faut que je le montre alors, ok. Ouais, ça vaut la peine de le montrer. montrer. Voilà, il est là. Parce qu'il est beau. Il sera mercredi en librairie, mais il est là, il y en a toute une série d'exemplaires. Je me permets d'interrompre Pascal Chouvet, qui est incollable, un journaliste très pointu, mais en fait, il est sorti déjà
mercredi dernier en Suisse et il sort mercredi en France. Voilà. En plein confinement, donc c'est chouette. Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle l'Office pour la France, c'est le 4 novembre. Exact. Voilà. Je disais donc que depuis 1995, vous développez ces reportages dessinés et vous publiez donc ce nouveau reportage aux éditions des Arènes en collaboration avec Le Temps et Courrier International, parce qu'il faut oublier personne. Le samedi 7 mars 2019, vous êtes à la montagne avec vos enfants qui ont quelques amis avec eux, un certain nombre. Le téléphone sonne, c'est Didier Pittet. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Tout ça est de la faute de Didier Pittet. Un peu. Il nous a gâché nos 6 derniers mois. Enfin, les miens. Je dis ça amicalement. D'abord, j'ai rencontré Didier Pittet sur un plateau de télé. C'est pour ça qu'on se connaissait. C'est pour ça qu'il m'appelle, parce que je ne pense pas qu'il appelle comme ça les gens. Surtout pas un samedi soir. À quelle heure c'était ? À l'heure de la raclette. 10 heures. Oh, c'est compliqué parce que j'ai envie de voir le public. Pascal Chouvet et Didier, mais ça fait... Je ne sais pas où regarder. Ça finira avec un torticolis. Pas grave, tu n'as pas besoin de me regarder. Je te regarde pas. Non, ok, je sais que tu es là. Et c'est important que tu sois là, pour tout le monde. Mais donc, on s'est rencontrés sur un plateau de télé où j'étais venu parler d'un projet sur la peine de mort et le professeur était venu... Oui, tout à fait. C'était pendant parler du livre précédent. Oui, et c'était et parler de l'économie de paix déjà à ce moment-là. Oui. Et arrive ce monsieur dont je connaissais un petit peu l'œuvre et surtout ce qu'il a fait par rapport au gel hydroalcoolique, un peu... Il a quand même offert à l'humanité, on va dire ça comme ça. Et donc, on parlait de la peine de mort, et là, on a quelqu'un qui, modestement, sauve des vies, mais plutôt par millions. Des millions de vies, oui. Par millions, de manière indirecte. Tu les sauves pas un à un, mais enfin, le fait d'avoir offert ce gel à l'humanité sauve des millions de vies, puisqu'on estime à 16 millions le nombre de décès des maladies nosocomiales. Enfin, il y a quelques années, c'était ça. Et qu'on réduit de moitié avec le gel. Donc, faites le calcul. Et là, j'ai dit, c'est un héros. C'est ce que j'ai dit à l'antenne. Et ce héros m'appelle. Il n'était pas encore héros de BD, mais... Il l'est devenu. Il allait le devenir. Parce qu'il m'a appelé ce 7 mars. On est quand même au tout début. Le 7 mars, on n'est pas encore... C'est là qui m'a traumatisé. On n'a pas encore eu dans la presse les comptes rendus de ce qui se passe dans les hôpitaux italiens. Et je crois le lendemain, le dimanche, on a vu des vidéos avec les gens couchés. On s'est dit, waouh! Et les gens sont sur le ventre, tout nus, avec des tubes partout. C'est vraiment des images qui ont... Là, on a compris à quoi on avait affaire. Donc, une maladie respiratoire mortelle, c'est pas beau à voir dans les soins intensifs. Des gens qui sont sur le ventre et qui vont, en Italie, pour la majorité, pas se réveiller. Hein. Si je me souviens bien, les soins intensifs... Et puis, il y avait des choix à faire. À ce moment-là, je t'explique que mes collègues italiens, avec lesquels j'étais en contact depuis bien des semaines, mais disons, en tout cas depuis 10 jours, de manière très très ferme, me racontent, en pleurant d'ailleurs, qu'ils doivent faire des choix thérapeutiques, c'est-à-dire qu'ils ont limité l'âge d'admission à la réanimation, au départ à 75 ans, ensuite à 70 ans, ensuite à 65, et là je dis à un de mes collègues, arrête, moi j'en ai 63, donc c'est insupportable, donc voilà. Pas vrai. 63 moins 13 jours. Non, je suis du 20 mars. Bah oui, donc le 7, c'est moins 13 jours. Ah oui, d'accord, à ce moment-là, oui, probablement. Et c'est ce qu'il m'a dit ce soir-là, que ça... Tu m'as dit exactement ça, j'ai 63 ans, et c'est vrai que c'était une vision assez traumatique. Et Didier Pittet m'a dit, voilà, il faut qu'on communique auprès des jeunes qui ne captent pas le message, les ados, les enfants, qui pensent que cette maladie n'est pas pour eux. Ça, ils avaient bien compris comme message, que ce n'était pas pour eux, enfin les enfants en tout cas. Et comment faire ? Et il avait déjà appelé le Grand JD, et je lui ai dit de me donner 24 heures, et le soir même, j'ai gâché la raclette de quelqu'un d'autre. Ouais. Yann-Fred, en tout cas. Oui, mais Vincent Zaguer, qui est producteur des Deux Vincent, ouais. Producteur de Yann Marguet, qui est un ami. On va en parler parce qu'on va raconter le coup de fil inverse du dimanche 8, mais entre deux, j'aimerais retourner chez le professeur Pittet parce que ce samedi 7 mars, alors c'est vrai que dans le grand public, on n'a encore pas pris conscience de l'ampleur de l'épidémie, qui n'est encore qu'une épidémie à ce moment-là. Par contre, vous êtes bien dedans et vous avez bien compris aussi que ce qui est très important, c'est la communication dans ces cas-là. Oui. Et ce samedi 7 mars, alors que Séverine, votre épouse, vient de vous dire que vous passez plus de temps avec Darius Rochebain qu'à la maison, vous lui répondez déjà que vous passez plus de temps à l'hôpital qu'avec Darius Rochebain, heureusement. Mais votre préoccupation, c'est vraiment la communication. Oui. Vous prenez très vite conscience qu'il faut raconter, dire, expliquer le plus vite possible.
Oui, parce qu'on est complètement coincé. Les Italiens et mes collègues italiens me disent qu'ils n'osent pas révéler à la presse la situation. On est tous d'accord qu'il faut la révéler à un moment donné, mais ça suffit pas. Ça suffit pas de dire c'est un drame en réanimation. Il faut vraiment passer à une communication active. Et les seules personnes qui savent vraiment communiquer, ce sont les journalistes et les gens qui comme Patrick et les autres, sont capables de communiquer, mais de communiquer vrai. En utilisant des mots que tout le monde utilise pour être mieux compris. Et puis, malgré tout, alors c'est un art extrêmement difficile que leur art, qui est d'être à la fois humoriste et sérieux, et nous faire réfléchir, et nous émouvoir. Et donc, pour moi, c'était évident qu'il nous fallait de l'aide. Et c'est cette aide que j'ai demandé à Patrick. Où vous êtes fort, c'est que vous comprenez qu'on ne peut pas envoyer le même message aux enfants, aux ados, aux adultes. Ouais. Donc, il y a eu le grand JD dont vous parliez tout à l'heure. Mais vous dites, Chapat, il va me trouver des gens, on va réussir à toucher la cible qu'il faut toucher. Oui, parce que le grand JD, l'idée, c'est que je le raconte dans le livre. En fait, je rentre tard à la maison, je regarde ma femme qui, elle, a fait beaucoup de communication. Et je lui dis, écoute, je ne comprends pas, on n'arrive pas à parler aux jeunes, on n'arrive pas à parler aux adultes. Ça va être dramatique. La santé publique est trop lente, etc. Et puis, il y a 4 ados vautrés dans les canapés du salon. Il y en a un qui dit, mais t'as qu'à parler au grand JD. Et moi, je ne savais pas qui était le grand JD, évidemment. Je dis, mais c'est qui, c'est quoi, etc. Ils me le disent. Je vais sur Twitter, je trouve son adresse, je lui envoie un message. Et il me répond 20 minutes après en me disant, en 2 mots, est-ce qu'on peut se parler demain? Et puis après, je regarde Séverine, je dis, c'est génial, il va me contacter demain, j'espère qu'il va le faire. Et puis je dis, mais bon, lui, je regarde ses vidéos, je vois qu'il parle vraiment aux ados. Je dis, mais les adultes, les gens qui voilà, ils vont pas piger. Donc, est-ce que Patrick pourrait m'aider? Et à ce moment-là, Séverine me dit, mais bien sûr, téléphone à Patrick. Et je regarde ma montre, je lui dis, tu crois? Elle me dit, vas-y. Et là, je ne sais pas quelle heure il était, Patrick. Je fais juste une parenthèse parce que votre épouse Séverine, elle a un mot d'ordre que vous avez appliqué. Elle vous dit, il faut dire vite et il faut dire la vérité. Alors ça, c'est vraiment un principe de communication. Ouais. En anglais, on dit tell it fast and tell the truth. Et ça, c'est vraiment, en matière d'épidémie, on sait ça. On sait qu'il faut aller vite et on sait qu'il faut dire et être transparent. Et donc, il fallait aller très vite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé Patrick. Je ne sais pas quelle heure il était, Patrick. Il était 10h du soir, probablement. Ouais. Et voilà, et je lui ai gâché son week-end et j'ai gâché le week-end d'autres personnes, mais évidemment, ils nous l'ont rendu à la puissance 1000. Ce qui est formidable, c'est que ça a été très vite. Hein. C'est que le soir même, j'ai eu donc le producteur de beaucoup d'artistes. J'ai eu Thomas Wiesel qui a fait suivre à Marina Rollman. Et donc là, et le dimanche, je peux rappeler... Entre-temps, j'ai demandé au professeur Pittet une liste de bullet points. Je ne sais pas pourquoi il m'appelle professeur Pittet. Là, parce que j'aime bien le mot professeur. Ah bon, d'accord. Une liste de points qu'il faut faire passer. Les infos à faire passer. Les messages. Et ce qui a cliqué, on va arrêter de faire des compliments au professeur Pittet, mais ce qui a cliqué, c'est que c'est d'expliquer aux gens son parcours. Thomas Wiesel, je lui dis voilà en 2 mots, voilà qui c'est, et puis ça marche. Tu vois donc en 2 jours, il y avait une campagne de promotion qui était née. Ouais. Et j'ai eu Bercet le mardi au téléphone qui était sidéré. Et en fait, il y a eu une vidéo des humoristes, des youtubeurs. Il y a eu les dessinateurs de presse qui se sont mobilisés. Moi, j'ai fait moi-même une BD qu'on a traduite dans toutes les langues et qu'on a animée. Zep, une semaine après, le temps quand même qu'ils se mettent au travail, qu'ils fassent une belle animation. Zep nous a rejoints. Tout le monde nous a rejoints, en fait. Ouais, ça a été un mouvement absolument extraordinaire. Et je dois dire que pour moi, ça a été vraiment une lumière à ce moment-là qu'on ne peut pas imaginer. D'ailleurs, probablement que peut-être que Séverine, mon épouse, le raconterait mieux que moi, mais c'est vrai que d'être tous les jours à l'hôpital à se battre contre cette vague virtuelle, mais en voyant les malades être admis en réanimation, en voyant l'hôpital qui transformait ses activités et tout, c'est engageant au plan du travail, mais c'est vrai qu'on ne voit rien d'autre, on est dans l'institution, etc. Puis de voir ce soutien absolument extraordinaire. Donc, cette vidéo qui a été réalisée par tous ces humoristes en 2 jours, Patrick qui sort déjà le mardi dans le temps, et voilà, une explication de tout ça. À la fin de la semaine, les 2 Vincent qui m'invitent dans leur émission, et puis Darius qui nous invite au TJ et à la télévision le samedi 14
14 mars où on se retrouve tous, c'est-à-dire pas tous, mais Patrick, il y avait différents humoristes, il y avait les deux Vincent, et finalement toute cette équipe était mobilisée. Et puis Patrick m'avait demandé simplement quels sont les points clés, et toutes les semaines ensuite j'envoyais les points clés à mon avis sur lesquels insister, et ça a démarré magnifiquement. Mais vous êtes trop modeste, parce que ça c'est la partie visible de tout ce travail, parce que c'est les médias, la télé, mais il y a des équipes qui se sont formées autour de vous. Je pense à Patrick Audier, aux gens qui vont aller chercher des avions pour aller, qui vont affréter des avions pour aller chercher des masques en Chine. Enfin, il y a une espèce de mobilisation qui se fait autour de vous. C'est probablement que vous avez ce pouvoir de persuasion aussi, et que vous savez expliquer à quel point c'est nécessaire et urgent. Écoutez, ce qui est clair, c'est que oui, le mouvement qu'on a pu démarrer, notamment grâce à Patrick et à Vincent Saguer, a été exceptionnel. Moi, finalement, après, je n'ai plus rien fait que de donner des messages une fois par semaine avec l'aide de quelques-uns qui les mettaient sur papier, parce que j'aurais été incapable de les mettre sur papier. Et puis, il y a eu cette boule de neige de solidarité, et c'est ça dont il faut parler. Puis en fait, en effet, il y a aussi une task force qui s'est mise en place, qui est née tout à fait bêtement par mon frère qui me téléphone, il me dit mais tu vas pas tenir là, ça va pas aller. Je dis écoute, voilà, oui ça va aller au plan de l'hôpital, mais par contre voilà ce qu'il faudrait faire, on va faire de la solution hydroalcoolique, il y a Firmenich, Givaudan qui en font, il faudrait que tous les parfumeurs en fassent, si les parfumeurs suisses le font, les Français vont démarrer, etc. etc. Et il m'a dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis bah il faut trouver des flacons, on n'a pas assez de flacons, faut que bon, il m'a dit laisse-moi faire, on met en place une équipe, et en effet il y a une task force public-privé qui s'est mise en place, qui a obtenu ensuite le OK du Conseil d'État, et c'est cette task force qui nous a permis de soutenir un peu financièrement l'action, de faire affréter des avions pour des masques, pour du matériel de soins, et puis qui m'a évidemment soutenu énormément, puisque j'ai eu plusieurs personnes venant de secrétariat du privé qui sont venues simplement trier mes messages, une avocate qui s'est transformée en secrétaire, une secrétaire de très haut niveau qui s'est transformée en personne qui était sans arrêt avec moi, travaillant 7 jours sur 7. Et pas 8 heures par jour. Et beaucoup plus que 8 heures par jour, qui était complètement épuisé après 2 semaines, qui fait que d'autres personnes sont venues aider, etc., etc. Donc une solidarité exceptionnelle. On va revenir tout à l'heure sur votre emploi du temps, mais Patrick Chapat, je vais revenir à ce premier coup de fil du professeur Pittet, le 7 mars. Est-ce que déjà là, vous vous dites, il faut que je tienne le journal de cette épidémie, ou ça vient un peu plus tard? Parce que vous allez alors évidemment parler du travail du professeur Pittet, mais il y a d'autres voix qui vont venir s'ajouter à la sienne, des urgentistes, des policiers, des nettoyeurs des hôpitaux, des infirmières. On a l'impression que cette épidémie, elle occupe toutes vos pensées. Oui, mais à cause de ce fameux coup de fil. Et à partir vraiment de là, sa faute, alors. Comme vous l'avez compris, on a été en contact régulier. Une semaine plus tard, on avait une réunion de ce groupe de travail avec tous les artistes, etc. Et comme on était en contact régulier, je prenais des notes, ça je ne lui avais pas tout de suite dit. Et puis je crois qu'au bout de la 3e fois, j'ai demandé à Didier s'il était d'accord que ça puisse éventuellement donner lieu à une chronique. Parce que je me suis dit, là, il est en train de se passer... Juste avant la veille de ton coup de fil, j'avais quand même vu Bertrand Levrat. J'avais déjeuné avec le directeur de l'hôpital. Et pour tout avouer, il m'a donné la première alerte sur ce qui était en train de se passer. Il m'a expliqué la transformation ouais. Le fait qu'on était en train de vider complètement l'hôpital pour en faire un hôpital Covid. Enfin, là, je voyais que le camion qu'on allait se prendre était assez massif quand même. Là-dessus, le coup de fil de Didier, j'étais KO. Mais donc le Covid et le coronavirus est entré dans ma tête ce jour-là. 3 jours plus tard, il est entré dans mon corps, d'ailleurs. Et il a mis un certain temps à se manifester. Donc 10 jours plus tard, j'étais en confinement, mais toujours en ligne avec Dr Pittet, toujours en train de... Docteur, ça va aussi. Tu fais comme tu veux. Toujours en train de Normalement, tu m'appelles Didier, donc tu fais comme tu veux. Ça va être difficile pour toi de changer tout le temps. Là. Toujours en train de prendre des notes. Et là, je lui avais dit, je l'avais prévenu que j'en ferais une BD. Assez vite, il était plus possible de l'avoir au téléphone. Alors, il envoyait des messages audio, ou alors il m'appelait, mais en général vers minuit et demi, 1h moins le quart. Il dort très peu. Très, très peu. Donc, une fois, il me raconte qu'il a eu une nuit de 5 heures et que c'était vraiment bien, qu'il y a longtemps qu'il n'avait pas eu une aussi bonne nuit. Donc, c'est ça, Didier Pittet. Et c'est vrai que dans mon confinement, avec de la température, je me suis surmultiplié. Cette fièvre m'a rendu fébrile dans un sens professionnel et je me suis dit, cette chronique, il faut absolument la faire maintenant en BD. Et j'ai même commencé à dessiner dans ces premières semaines.
Donc après, j'étais piégé, je devais aller jusqu'au bout. Parce que si j'avais su, j'aurais pas fait ça. C'est un travail de fou, la BD. Et il faut être clair, hein, au milieu de je sais pas quand, il m'a dit, Didier, je sais pas si j'ai bien fait de me lancer là-dedans, c'est un travail de bénédictin, j'ai jamais fait ça. Et Patrick, c'est un énorme travailleur, il travaille énormément. Et là, il s'est remis sur le dos cette BD qui est franchement, c'est une œuvre d'art. C'est excellent. C'est vraiment. C'est excellent. En plus du contenu, c'est une œuvre d'art. C'est un travail à la Patrick, quoi. Et ça, il faut le dire. Et puis, bon, il est trop modeste parce que quand il m'appelait, c'était toujours avec des questions pertinentes. Et il allait chercher des articles scientifiques. Il me dit, c'est vrai ce qu'il raconte là-dedans. Et puis j'essayais de lui répondre avec les délais parfois. Tu sais que j'ai même regardé une série de vidéos sur l'intubation et j'étais capable de tout. On aurait pu avoir une discussion sur le PIP et le. Tu aurais pu le faire. Oui. Parce qu'ensuite il est venu en immersion aussi, comme Thierry Crouzet. Il est venu à l'hôpital. Et alors j'ai fini par me déconfiner, et par sortir de cette fièvre. Mais au début, là, sans c'est vrai savoir que... si vous aviez attrapé le virus ou pas, il a fallu attendre un certain temps et que le professeur Pittet... Mais j'avais la chance... Donc, il y a d'autres personnages qui sont ajoutés, comme vous l'avez dit, notamment Jérôme Pugin aux soins intensifs. On en parlera tout à l'heure. Avec qui je parlais régulièrement et qui me racontait là le dur, hein, le cœur du réacteur, et c'est très impressionnant. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que, comme Didier, c'est aussi une infirmière aux urgences, et puis ensuite d'autres personnages. Mais les trois personnages principaux, c'est le professeur Pittet, Jérôme Pugin et l'infirmière qui s'appelle Dagmar. Oui. Et j'étais vraiment touché qu'ils s'ouvrent beaucoup, en fait, hein, avec des choses, parce que on vivait tous collectivement et intimement les mêmes sentiments au même moment, mais eux, puissance 100, la peur, l'inquiétude, l'inconnu, donc les sentiments personnels, ils se sont pas mal livrés sur ça. Et c'est ce qui donne à cette BD son côté intéressant. C'est pas le fait que ce soit une chronique, c'est que c'est une chronique psychologique d'un moment unique dans notre histoire. Mais il y a d'autres choses intéressantes. On apprend des choses sur le professeur Pittet, par exemple. Vous vous êtes amusé à le dessiner enfant et vous laissez entendre qu'il était un peu hyperactif, cet enfant, non? Ça n'a pas changé, à mon avis. C'est ce qu'il m'a dit, oui. Vous étiez un enfant hyperactif? Bon, écoutez, à l'époque, je pense pas qu'on nous classait pas, mais oui, ma maîtresse d'école enfantine le dit bien. En fait, j'avais toujours tout fini très tôt, donc en fait, elle me faisait faire des tas de travaux dans la classe, distribuer les feuilles, etc. Puis ensuite, j'avais des petites maquettes, vous savez, les maquettes Faller que je me construisais pour mon train électrique, et il y avait toujours un truc. T'avais des maquettes Faller. Oui. Quel modèle, Märklin aussi. Ouais, j'ai aussi le tram Märklin. Et donc j'avais le droit de faire mes petites maquettes Faller au fond de la classe. C'était pour m'occuper. Je pense que on m'aurait probablement donné des médicaments aujourd'hui, à tort peut-être, mais voilà. Oui, j'étais assez. Et puis ça a duré pendant très longtemps. Est-ce que c'est toujours le cas? Peut-être. À mon avis, il y a quelque chose, parce que j'ai attrapé... Il y a tellement d'infos qu'on pourrait parler 4 heures de ce livre. Mais je faisais une petite comparaison avec la maîtresse, parce qu'il m'a raconté cet épisode où à peine il avait fini son travail, elle le laissait faire autre chose. Et là, à peine il a fini son plan épidémiologique pour Genève, qu'il se dit « Ah, mais il faut faire un plan de déconfinement au niveau fédéral. » Et il commence à 2h du mat à faire un plan de déconfinement. Il a anticipé complètement le déconfinement, effectivement. Mais je reviens sur l'importance de la communication. Il y a un moment où vous vous rendez compte, alors vous dormez très peu, 3-4 heures par nuit maximum, vous vous rendez compte qu'entre les réseaux sociaux, les sollicitations des médias, ça prend 30% de votre temps. Et à ce moment-là, vous dites, j'ai besoin d'aide, quoi. Là, il faut que quelqu'un gère au moins les prises de rendez-vous, la planification. Oui, tout à fait. Alors, c'est quelqu'un qui le fait. Et il y a, je vous dis, cette jeune avocate qui simplement est mobilisée par la task force et qui commence à travailler avec nous. Elle ne fait pas que ça. Elle joue le rôle d'une secrétaire, d'une accompagnatrice. Elle vient dans mon bureau en me disant, voilà, maintenant, ça, il faut répondre, ça, il ne faut pas répondre. On a rendez-vous là pour faire les photos pour les CFF, enfin, etc., etc. Ouais. Et puis, alors, au mois de juin, ça se calme un petit peu. Ouais. Enfin, le 11 juin, vous dites, je vais pouvoir aller manger avec
avec mes potes que j'ai pas vus depuis longtemps. Bah, c'est-à-dire, c'est la première fois qu'on va au restaurant, Ouais. et puis surtout, c'était pas tout à fait mes potes. Oui, Enfin, enfin- oui, c'est un peu mes potes parce que c'est les gens qui travaillent qui sont au travail avec moi. Mais on était en train de vouloir recruter un médecin qui est de l'ordre de professeur assistant brillant, Oui. et on s'est dit, bah alors on a le droit d'aller au restaurant, C'est donc ça. on va aller au restaurant, et on se retrouve dans un restaurant à Carouge avec lui plus 5 de mes collaborateurs, plus 4 Ouais. et moi. Donc on est 6, donc on est 6 collaborateurs, dont un potentiel futur collaborateur, à manger dans un restaurant à Carouge. Et même le 11 juin, pas moyen de manger tranquille, le téléphone sonne, Oui. et c'est Macron qui veut vous voir. C'est pas alors, lui tout de suite, mais c'est c'est le l'ambassadeur. message, quoi. c'est l'ambassadeur de de France France dans un premier temps, aux oui. Nations Unies qui veut me voir en me disant au téléphone, c'est une raison d'État et je ne peux pas vous en dire plus, donc est-ce qu'on peut se voir? Et je lui dis, bah, on peut se voir, oui, on peut se voir demain, si vous voulez passer au bureau. Il me dit, non, il faut que je vous voie ce soir. Et donc, Et là, je reprends le récit au vol parce qu'il est dans la BD, c'est 2 pages de BD, Ouais. où on voit cet ambassadeur qui attend à la Croix de Roson devant Il la fait le maison pied de grue devant la de maison. Didier ouais. Pittet. Alors Didier le reçoit dans sa cuisine, lui sert un thé aux herbes. une tisane du jardin. Voilà. Et ce que j'aime bien, Que c'est un tu dialogue connais, que c'est tu un- connais. que je connais bien. C'est un des dialogues préférés de la BD, c'est quand l'ambassadeur lui dit « Voilà, professeur, on vous a proposé pour la Légion d'honneur, mais ça n'est pas ce qui m'amène. » Donc, j'ai eu un grand plaisir à dessiner Didier Pittet là, qui recrache son thé quasiment. Merci, c'est un grand honneur. Et voilà, le président Macron m'a demandé de... Bah oui, simplement me demande si vous seriez d'accord de présider un groupe d'experts pour une mission qui consisterait à évaluer la gestion de la crise Covid par la France en comparaison avec l'étranger, et puis que ce message, finalement, ce rapport serait la contribution de la France aux efforts qui ont été demandés par l'Organisation mondiale de la santé, donc par l'OMS, que chaque pays fasse de même. Vous seriez totalement indépendant et vous pouvez choisir, on va vous faire des propositions, votre équipe. Et alors là, je lui dis, écoutez, il faut que je réfléchisse. Il me dit, oui, mais apparemment, il n'y a pas beaucoup de temps pour réfléchir parce que le président Macron voudrait en parler dans son message dimanche soir à la télévision. Et si vous n'acceptez pas, cette conversation n'a jamais eu lieu. Ce qu'on dit en général dans les... Oui, on comprend très bien. Donc je réfléchis un Et tout vous petit n'aurez peu. pas la Légion d'honneur. Vous voilà honorable correspondant, du coup. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je lui dis, je lui pose 4 ou 5 questions, mais elle me dit, mais moi, je ne sais pas très bien. Donc il faut qu'on appelle la conseillère santé d'Emmanuel Macron. Et je lui dis, alors qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, pouf, il appuie sur son téléphone et il était 10h30, 11h du soir. Et voilà, on est de nouveau dans une heure tardive et on parle avec la conseillère. Elle m'explique en 2-3 mots voilà, les choses un tout petit peu plus en détail. Et à ce moment-là, je dis, écoutez, oui, je pense que je vais accepter. Il faut juste que je confirme que ici, les gens seront d'accord. Mais oui, écoutez, oui. Alors, elle me dit, très bien, vous allez recevoir un draft de la lettre de mission demain matin, etc., du président. Vous pouvez le relire et puis voir si ça vous va. Et le lendemain, tout était à peu près joué. Donc là, on est le 11 juin. Depuis, vous avez accepté cette présidence. Vous avez rendu un premier rapport intermédiaire. Oui. Est-ce que vous imaginiez à l'époque qu'il y aurait une deuxième vague et que probablement vous alliez devoir cumuler le fait de faire face à la vague et de poursuivre cette mission? Ça commence à faire beaucoup, là. Alors, on s'imaginait bien qu'il y aurait une deuxième vague. D'ailleurs, quand j'ai vu Emmanuel Macron le 25 juin, puisque ensuite je l'ai vu, les autres membres choisis experts de la mission étaient en visioconférence, mais moi, j'étais à l'Élysée à ce moment-là. D'ailleurs, on le raconte un petit peu dans le livre. À ce moment-là, je lui lis, il me dit, on va peut-être avoir un rapport intermédiaire début octobre. Vous allez rendre votre rapport à la fin de l'année si vous êtes d'accord. Et je lui dis, écoutez, j'aimerais bien que ce ne soit pas un rapport intermédiaire, mais comme on sera dans l'automne, que l'automne va être très chaud, y compris soit des vaguelettes, soit une deuxième vague, etc., le mieux, ce serait que nous vous rendions un rapport intermédiaire, mais qu'on appellera d'étape, avec des conseils qu'on peut donner pour des choses immédiatement utiles. Ça ne sert à rien de vous dire qu'il fallait faire des stocks de masques, ceci, cela, il y a 2 ans ou 3 ans. Voilà. Il m'a dit tout à fait d'accord. Et puis ensuite, on a discuté alors qu'il me reconduisait un petit peu à l'Élysée sur les marches. Et il m'a dit, mais le plus important, sachez que vous êtes totalement indépendant dans cette mission et que vraiment j'y tiens et faites-moi signe si, etc. Ça n'est pas le cas et je tiens à ça.
Puis voilà. Et donc j'avais accepté et c'était parti. Patrick Chapat, il vous raconte ça tout de suite ou il attend un petit peu? Bon, là, on a suffisamment confiance pour qu'il me le raconte tout de suite en me disant En lui disant, ne dis rien. Qu'est-ce qu'il ne faut pas raconter tout de suite. Dessine, mais ne dis rien. De toute façon, c'était la règle dès le départ. Je lui ai dit, j'aimerais que, comme c'est pour une BD qui paraîtra à l'automne, j'aimerais que ça vous libère. J'ai dit ça à tous mes correspondants, de me raconter vraiment ce qui se passe maintenant, parce qu'on voudra se souvenir, parce qu'on a oublié très vite. Hein. Ouais. C'est un processus psychologique. On a oublié les détails, les traumas, les phases par lesquelles on est passé quand tout ça est arrivé. Évidemment qu'on est dans la deuxième vague, mais c'est différent. Et je ne vais pas faire le tome 2. Parce que je veux pas faire. C'est encore une fois pas une chronologie de choses et de chiffres. C'est ce sentiment de quelque chose qui déboule dans nos vies et dans nos villes. Il y a eu une espèce de sidération. Il a fallu redescendre de cette sidération. Et puis un de ces grands accidents de l'histoire que sont les pandémies. Hein, et c'est vrai que personne n'en parle aussi bien que Camus. Quoi. Il a des manières magnifiques de décrire cette disruption majeure dans la réalité des sociétés. Et encore une fois, c'est un récit parfait parce que c'est un récit qui parle à tout le monde puisqu'on l'a tous vécu, donc il est totalement intime. D'ailleurs, il y a plusieurs niveaux dans la BD. Il y a le narrateur qui, quand même, a la conscience professionnelle de tomber malade, mesdames et messieurs. Quand même, oui. C'est gros effort. C'est quand même le zèle poussé Il fait les choses jusqu'au bout. Oui, oui. Ouais. Après, j'avais la chance d'avoir 2 professeurs des Hugues au téléphone, donc au bout de 5 jours de fièvre, Pita me disait oui, tu as certainement le Covid. Oui. Pugin me disait est-ce que ça va? 6e jour. Est-ce que ça va? Parce que le 6e jour, c'est quand ça peut basculer. Bref, et après, il y a le récit, vraiment, c'est le cœur de la BD au Hugues, de ces différents personnages et comment ils s'adaptent et comment ils ont peur de cette vague qui va tout casser. Et puis, cette première vague, en tout cas, on l'a surfée. Et puis, il y a la société, la ville, il y a le quartier des Paquis, par exemple, il y a ce policier qui raconte l'impact sur la société. Il y a évidemment plus tard les Vernets, les distributions de colis que je suis allé voir, qui était un moment extrêmement, extrêmement touchant, mais aussi, pas seulement le jour de la distribution des colis, mais la veille, le vendredi. Je suis aussi allé le vendredi faire des photos quand les gens amenaient les colis, enfin amenaient les sociétés, les individus, les grands-parents, les enfants, en voiture, à vélo, à pied, des camionnettes entières qui déchargeaient des palettes soit d'invendus, soit des dons, simplement. Et puis, ils avaient la nuit pour faire tous ces 3-4 000 paquets à un certain moment, pour les distribuer le samedi. Enfin, toute cette collectivité. Et finalement, l'autre niveau, c'est au niveau universel, c'est-à-dire les rues Broadway totalement désertes, les visions de confinement à Bombay, en Inde. Et puis, c'est pour ça que j'utilise aussi les dessins de presse. Il y a des interludes de dessins de presse pour détendre l'atmosphère, mais pour ouvrir le propos aussi. Et pour l'ouvrir au monde, parce que la BD, elle est exceptionnelle, parce que on voit, dans le livre aussi, on a des éléments de ce qui se passe dans le monde en même temps. Et dans la BD, évidemment, c'est une image de ce monde à travers les yeux de Patrick, mais qui est vraiment, qui est tellement, tellement, tellement bien saisi. Je vais vous dire une des choses qui m'a ému le plus, parce qu'il faut être clair, la BD, je l'ai vue sous forme PDF quand tu me l'as envoyée, de manière à la relire, et puis peut-être qu'il me disait, regarde, il y a peut-être des trucs qui sont pas tout à fait justes, mais etc. Il m'a noté des fautes d'orthographe. Je m'attendais à ce qu'il me dise tel fait, tel chiffre. Là, il m'a dit, là, il me semble qu'il y a un participe passé. Mais ce qui m'a probablement le plus ému, c'est que, je ne sais pas à quelle page, mais tout d'un coup, il y a des personnages qui sont notamment Giovanni et Mossa, qui sont des techniciens, on les appelle aujourd'hui des techniciens de surface. Dans le passé, quand j'étais jeune interne, on les appelait des nettoyeurs. Et en fait, Giovanni, c'est un technicien de surface que je vois pratiquement tous les matins quand j'arrive au travail ou quand je me bouge dans l'institution. Et il est napolitain et on parle toujours du football avec lui à l'époque, Maradona à Naples parce qu'il est napolitain et Moussa est extraordinaire. Et quand j'ai vu ces personnages-là à qui on a demandé d'aller travailler aux soins intensifs pendant le pire de la crise et
on leur a demandé hier, ça tu ne le sais pas encore, on leur a demandé hier de retourner aux soins intensifs parce que c'est des gens qui ont fait un travail extraordinaire au jour le jour, et c'est les gens les plus simples de l'institution. Ce sont aujourd'hui vraiment des amis. Hier, ils sont venus taper dans mon bureau pour me dire « Allez, on boit vite un café, t'as le temps ?» Et oui, ils me tirent le café, on arrive, on passe quelques minutes ensemble. Et je les ai retrouvés dans la BD de Patrick. Et vraiment, ça a été une très forte émotion pour moi. C'est un très beau passage, effectivement. C'est aussi des personnages qui m'ont beaucoup touché, parce que j'ai demandé à voir... les gens, je dis les petites mains qui ne tremblent pas, puis il faut y aller, ils doivent aller nettoyer, ils doivent entrer, c'est marqué zone sale à l'hôpital. Je pense qu'ils ont changé le panneau depuis, enfin aux soins intensifs, la zone Covid c'est marqué zone sale. On a changé le panneau. Assez vite. Et il y en a 3 de ces personnages, et ils m'ont tous dit la même chose, et ça me touche beaucoup en tant que fils d'horloger. Enfin, on a un peu les mêmes parents, je crois. Milieu très très simple, voire même pauvre. Ces gens-là, ils disent « j'adore mon métier ». Alors vu par la société, c'est pas c'est pas forcément à eux qu'on pense en premier quand on parle des héros de l'hôpital. C'est les métiers les plus simples, et ils ont une conscience professionnelle, ça c'est une chose, mais un amour de leur métier, vrai. C'est pas des métiers secondaires. Et ils le disent eux-mêmes, Moussa et ton copain Giovanni, ils sont très touchants parce qu'ils sont les deux, ils s'interrompent sans arrêt. Alors voilà. Et il y a le noir, l'italien, ils sont très fleuris comme ça les deux dans leur langage. Et puis ils disent, on dit aux médecins, n'ayez pas peur. On va bien nettoyer, et comme ça vous risquez rien. Donc, et en plus, à un moment donné dans la crise, eux n'avaient pas le même équipement, et toujours aujourd'hui, ils n'ont pas le même équipement parce qu'ils n'ont pas le même équipement que ceux qui sont en rapport. Ils n'ont pas les FFP2, ces fameux masques. Et puis il y avait pénurie. Puis de toute façon, ils n'en ont pas besoin. Mais pour eux, de ne pas comprendre pourquoi ils n'avaient pas le même équipement, il fallait leur expliquer. Et Giovanni et Moussa étaient dit, ah ouais, d'accord, on a bien compris, on va le dire à tous nos copains. Pourquoi ? Effectivement, c'était les relais auprès des autres. Oui, il n'y a rien de tel. Les deux en question m'ont dit, quand nos collègues ont un peu peur, c'est nous qu'on vient chercher. Exactement. C'est ça. Exactement. Patrick Chapat, pendant vos échanges, pendant toute cette période, est-ce que parfois il était en colère? Est-ce qu'il vous a dit, franchement, ils déconnent, les Italiens, il faut qu'ils confinent, ils prennent trop de temps, les Français, pareil, chez nous, pas mieux. Est-ce qu'il était colère de temps en temps? Il est plus en colère dans son livre, parce que j'ai découvert beaucoup d'autres passages, des tas de choses que j'avais jamais vues, assez critiques sur la France, plusieurs fois. Peu, avec Didier Raoult, là, je dois dire que tu reviens assez souvent sur Didier Raoult. On sent que le personnage t'agace profondément. Oui, mais c'est dit avec élégance. C'est pas. Enfin voilà, c'est taclé, mais avec élégance. Moi, je l'ai vu en colère dans son bureau quand il y avait, avant l'été, une de la Tribune de Genève avec ce professeur qui t'énerve aussi, qui s'appelle Althaus. Enfin, c'est pas un professeur, c'est un professeur associé jeune. C'est un. Et c'est un épidémiologiste un peu de salon. Qui manie les courbes. C'est un mathématicien, en fait, qui fait des courbes et qui prédisait une possibilité de 30 000 morts l'été. Et là, je l'ai vu très, très en colère, enfin fâché, quoi. Il disait, c'est n'importe quoi, ça nous décrédibilise tous. Puisqu'on parle de courbe, il y a ce fameux aplatissement de la courbe dont il est question dans le livre. Vous parlez de cet aplatissement de la courbe, et Darius Rochebank, décidément vous aime bien, vous appelle en disant Véran t'a copié. Il parle aussi de l'aplatissement de la courbe. Et c'est intéressant parce que vous dites qu'Olivier Véran finalement a eu un bon prof d'épidémiologie, je l'ai dit du premier coup, bravo, et par contre il a un peu de la peine à se décider vite. Oui, enfin, disons, Olivier, on en a parlé parce que maintenant, depuis, on a été assez proches. Donc, Olivier Véran, effectivement, il a utilisé la courbe que j'avais dessinée devant Darius, qu'il a envoyée sur les réseaux sociaux. Et puis, le lendemain, Olivier Véran faisait la même courbe. On en a parlé quand on est allé voir Emmanuel Macron, puisqu'on était ensemble dans un, on le dit, quoi, dans un vol Genève-Paris. Et donc, à ce moment-là, il me dit, alors on vous voyait à ce moment-là, il me dit, écoutez, je suis désolé si je vous ai copié. Je dis, bah non, c'est des courbes que j'utilise depuis 25 ans avec les étudiants en médecine. Donc voilà, je ne sais même plus à qui on les doit, ces courbes, ça n'a aucune importance. Donc voilà, mais c'est vrai que en France, on en a beaucoup parlé. Moi, je n'ai même pas été très, très au courant. Mais il faut savoir que la presse française, elle est vite extrêmement critique, beaucoup trop rapidement critique, probablement, parce qu'il y a aussi probablement une énorme compétition pour des experts qui n'en sont peut-être pas et qui sont un peu friands de sensations.
Voilà. Et puis ensuite, vous avez quand même réussi à importer Darius Rochebin sur LCI, c'est pas moi, mal. je n'ai absolument rien fait. Mais c'est vrai que j'ai eu du plaisir à retrouver Darius sur LCI. Oui. Je reviens sur cette question de convaincre les autorités d'agir, parce que vous réagissez à la situation italienne en disant ils ont tergiversé pendant 10 jours, on a perdu beaucoup de temps pour arrêter cette épidémie. Vous essayez de convaincre les autorités suisses aussi, et elles se font tirer l'oreille. Tirer l'oreille, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais on le raconte dans le livre. Enfin, on part pour Berne pour parler à Alain Berset, alors qu'il vient d'annoncer une série de mesures. Et puis, il est même en retard dans cette réunion parce qu'il y a eu une conférence de presse ensuite, beaucoup de questions, etc. Et il arrive dans ce local, dans cette immense salle de cet hôtel de Berne. Et à ce moment-là, nous sommes là à plusieurs, et c'est raconté dans le livre, à lui demander davantage. Et il nous regarde et il dit « Mais enfin, comment? Vous voulez l'armée? Vous voulez quoi? Vous voulez un couvre-feu ?» Il dit « Non, mais on aimerait quand même faire beaucoup plus. On aimerait un confinement ou un semi-confinement, enfin voilà, un peu plus strict. » Et oui, et puis en fait, quelques jours plus tard, ça y est, il est mis en place. Ouais. Alors, il y a énormément de choses intéressantes et dans votre livre et dans la bande dessinée, parce que cette épidémie, elle nous a mis le nez en face de nos responsabilités, de nos façons de nous comporter, de notre éthique aussi, et je pense notamment à l'accompagnement des personnes en fin de vie ou des mourants. On a vu en France que c'était une des grandes douleurs des familles de ne pas pouvoir accompagner ceux qui sont décédés de ce coronavirus. Et vous racontez, Patrick Chapat, dans la BD, qu'au HUG, on a fait cet effort-là, qu'il y a une pièce qui était dédiée à cet accompagnement-là. Et le côté éthique est important aussi dans votre bande dessinée. Oui, parce que je crois que c'est quelque chose qu'ils ont à cœur, au HUG. Il y a des philosophies dans les hôpitaux, il y a différentes pratiques, différentes approches. Je crois que c'est une approche assez humaniste qui met l'humain au centre. Et en effet... Oui, Jérôme Pugin m'a bien dit qu'il avait insisté pour que, contrairement à l'Italie, où il y a eu ces cas totalement traumatisants de familles qui n'ont pas pu dire au revoir, ça on ne mesure pas l'impact quand même à long terme de ça pour les sociétés, je pense, et pour les familles. Mais collectivement, c'est assez dur à digérer de mourir seul et de se séparer de ses parents sans les voir. Et eux, donc, ils faisaient l'effort. C'était la seule visite autorisée. Donc, les échanges se faisaient par FaceTime. Les proches pouvaient parler à leurs parents qui étaient, dans la plupart des cas, intubés, donc inconscients, mais néanmoins entendre la voix. Et bon, on peut imaginer que c'est quand même important, quoi qu'il arrive, dans un état d'inconscience, puisqu'ils sont, ça tu peux l'expliquer, ils sont complètement shootés aux médicaments pour être mis en état d'inconscience et que les réflexes respiratoires ne se fassent plus afin que la machine prenne le relais. Donc pendant 10 jours, c'est la machine qui respire. Et donc ils faisaient quand même des FaceTime. Mais le jour où ils doivent décider de débrancher, la famille a droit à une visite. Et c'est ça qu'ils organisent. Et j'ai trouvé, donc le professeur Pugin me dit, c'est vraiment un roller coaster émotionnel, les soins intensifs. C'est très très humain aussi. Enfin, on est au cœur des, on touche la mort, et on essaye de ramener les gens des berges de la mort. On essaye de faire le voyage inverse de Charon. On essaye de les ramener vers les vivants. Et il y en a qu'on n'arrive pas à ramener. Et c'est très émotionnel et c'est pas un endroit de cynisme même s'il y a, je lui pose des questions comme ça. Est-ce qu'il y a de l'humour? Quel type d'humour? Et il me dit, j'accepte pas le cynisme, mais on voit souvent les soignants pleurer. Ils pleurent avec la famille, en fait. Donc c'est pas, c'est pas un métier auquel on s'habitue, j'ai l'impression. Alors c'est pas un métier auquel on s'habitue. Le métier de voir mourir. C'est vrai, on n'est pas fait pour ça. Il y a quelques médecins qui sont vraiment, qui sont ceux qui accompagnent par exemple les mourants du cancer dont on sait absolument qu'ils vont mourir et qu'on met dans des situations un peu particulières. Et évidemment, ils ont cette habitude-là, ils ont cet entraînement-là, puis il y a aussi cette expérience. Mais on ne s'habitue jamais vraiment, complètement, ça c'est sûr que non. Mais Patrick a tout bien raconté et oui, l'éthique doit rester au centre de tout ce qu'on fait finalement. Alors le temps passe très vite, il y a déjà 50 minutes qu'on parle ensemble. Il y a un élément de votre livre, professeur Pittet, dont je veux absolument parler. Et on va partir du gel hydroalcoolique
hydroalcoolique, pour en parler, c'est l'économie de paix. Parce que c'est vrai que cette épidémie nous confronte à des problèmes économiques majeurs. C'est un peu comme si, au moment où le gel hydroalcoolique a été mis au point, par vous et par 2 autres, si ma mémoire est bonne, vous vous étiez dit, voilà, je pense qu'on peut faire quelque chose pour que ce soit disponible pour le monde entier, sans savoir ce qui se passerait aujourd'hui. Mais... alors c'est dit dans le livre, et on vous a répété ça 10 000 fois dans les interviews, vous pourriez être millionnaire aujourd'hui grâce au gel hydroalcoolique. Vous avez choisi... Non, je crois milliardaire. Milliardaire aussi, ouais, hein. Plutôt. Oui, c'est ça. Vous avez choisi de mettre ça à disposition, comme d'ailleurs vous avez choisi de mettre votre livre en open source. Pour vous, cette économie de la paix, elle est fondamentale. Alors écoutez, oui, l'économie de paix, elle est absolument fondamentale. Pour moi, la solution hydroalcoolique, c'est un bien commun et donc il devrait être absolument gratuit. D'ailleurs, on en a fait une distribution gratuite. Je peux vous montrer, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller à Plein Palais. Tout de suite en sortant, il y a un stand de Terre des Hommes. Vous y trouverez ces flacons-là, qui sont la solution hydroalcoolique que Givaudan nous fait gratuitement et qui sont mis en bouteille et qu'on donne gratuitement. Et puis il y a un site sur lequel vous pouvez les acheter à pas de prix. Et vous avez vu que les Français, par exemple, ont mis un décret limitant le prix. Donc vous avez des grandes maisons très prestigieuses, dont je ne dirais pas le nom, qui font des magnifiques flacons, voilà, et qui coûtent rien du tout, pour 2 à 3 euros, parce qu'un décret a été placé. Je crois que c'est fondamental. Dans notre société, il faut qu'on comprenne que le bien commun est absolument essentiel. Et l'économie de paix, moi je ne savais même pas ce que ça voulait dire, mais c'est Thierry Crouzet qui me l'a enseigné. Et en écrivant le premier livre, Le geste qui sauve, il m'a dit, mais ce que tu as fait, c'est de l'économie de paix, donc je donne le livre. Il a travaillé 2 ans gratuitement pour ce livre. Et là, on a mis le livre, oui, en Creative Commons, de manière à pouvoir, finalement, un jour, il est déjà en traduction anglaise, ensuite, il pourra être acheté, voilà, pour que chacun puisse le lire. Mais l'économie de paix, c'est à tous les niveaux. Oui. C'est vraiment à tous les niveaux. C'est ce que Patrick a fait en lançant tous les humoristes, etc., après un téléphone du 7 mars, c'est de l'économie de paix, parce qu'aucun d'entre eux n'a reçu un financement pour ce qu'il a fait. C'était simplement une participation, une façon d'utiliser le mieux de ce que vous savez faire au service de la société, au service de chacun. Et c'est ça l'économie de paix. Ça commence par accompagner quelqu'un et de lui offrir un café, et puis ensuite à donner finalement ce qu'on peut donner, ce qu'on sait donner de mieux aux autres pour une société qui en a besoin. Parce que probablement, on disait toujours la société va dans le mur, mais on le voit aujourd'hui. Si certaines choses ne changent pas dans notre société, et cette pandémie nous le révèle absolument, eh bien, elle ira dans le mur. Et elle ira encore une fois dans le mur, et puis il y aura une autre pandémie, etc. Et c'est un peu cynique de le dire, mais c'est vrai. C'est ce qui ressort aussi du livre du livre de Patrick. C'est qu'on doit apprendre à changer. Il faut changer. Et ces leçons qu'on doit tirer sont essentielles. Et l'économie de paix, évidemment, elle est en première ligne dans cette situation. Et c'est très très bien expliqué dans votre livre, notamment à la Tant fin. mieux si ça se comprend bien. Oui, ça se comprend très très bien. Patrick Chapat, on dira jamais assez que les dessinateurs de presse sont des journalistes. Vous parliez de Jérôme Pugin tout à l'heure, le chef des soins intensifs des hôpitaux universitaires de Genève. Le 25 mars, il vous annonce qu'il est passé de 270 à 550 collaborateurs, de 30 à 80 lits. Le journaliste que vous êtes, comment est-ce qu'il réagit à ce moment-là? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on prend l'ampleur du phénomène, ou vous aviez déjà pigé avant? Oui, évidemment. Enfin, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et ceux qu'on entend aujourd'hui, d'ailleurs, sont Ils font peur, hein. Très inquiétants, ouais. Parce qu'on est dans une période plus inquiétante, j'ai l'impression, puisque là, l'hôpital va pas pouvoir, on peut pas refaire ce qu'on a fait, donc se retransformer totalement. Et les chiffres qui pourraient être aujourd'hui à 400 cas Covid à l'hôpital, et ça pourrait être 800 dans une semaine. Donc ça, c'est vertigineux. Et c'est en effet ce qu'on percevait. On est dans ce même moment où il y a cette tension maximale dans la BD, c'est-à-dire qu'on revit ça, c'est la montée exponentielle, avec une grosse inconnue quand même, parce que on peut vraiment aller dans le très mal, et je pense que ça c'est Didier Pittet qui nous le dira, mais s'il n'y a pas de mesure, on sait que dans ces courbes-là, si la mesure n'est pas prise à tel moment
on a perdu des centaines de vies. Si elle n'est pas prise, enfin, chaque jour vaut des centaines de vies potentielles. Oui, parce qu'on est dans une exponentielle. Malheureusement, on réfléchit tous en linéaire. C'est très très compliqué de réfléchir en exponentielle, mais il faut arriver à le faire. Et c'est pour ça que, au cours de la première vague, on avait extrêmement bien anticipé, ce qui fait que les Hugues, même s'il y a eu une surcharge extraordinaire, on est passé à travers. Certains même nous l'ont reproché après. Ils nous ont dit, vous aviez monté la digue trop haut. Mais franchement, une digue, si elle a ça de pas assez, on est inondé. Alors, si vous permettez, en même temps, il y a des choses extrêmement intéressantes dans le bouquin, parce que pour bien comprendre qu'on a changé de paradigme et que cette épidémie, on ne l'a pas vue arriver, on ne pouvait pas imaginer qu'elle soit de ce niveau-là, vous avez dû faire des travaux à l'hôpital parce que les tuyaux qui permettent d'amener l'oxygène aux gens qui sont en réanimation, en ventilation, n'avaient pas de diamètre suffisant pour intuber tout le monde. Pas en réanimation, non, parce que le secteur de réanimation, c'est pour la ventilation, mais dans les secteurs de soins intermédiaires qu'on a réussi à réaliser sur des secteurs qui étaient des secteurs de soins normaux, mais qui avaient été transformés en bureaux, mais où les prises d'oxygène étaient toujours là. Et puis, à un moment donné, on les a retransformés en soins intermédiaires, et puis le débit d'oxygène n'était pas assez grand. Donc, il a fallu, et ça a été extraordinaire, de nouveau, des équipes techniques qui ont changé ça comme ça et transformé pour que chacun puisse avoir de l'oxygène en quantité. Donc, personne n'a souffert à aucun moment parce que tout était en anticipation. Et c'est là où finalement, en gestion de crise, on en parle là-dedans, mais toute crise, il faut être en anticipation, sans arrêt. D'autant plus que ces courbes ont toujours 2 à 3 semaines de retard. Hein. Nous, on a 2 à 3 semaines de retard sur la courbe. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à déployer le même effort. On ne peut pas. Aujourd'hui, on a un choix, mais il y a aussi une incapacité. Il y a 20% d'absence aux soins intensifs. Alors aujourd'hui, on a le problème supplémentaire que comme Covid, au départ, c'était facile puisque c'était seulement des petits noyaux épidémiques et que tous les petits noyaux épidémiques venaient d'Italie. Donc c'était facile de les circonscrire. Aujourd'hui, le virus, il est hyper endémique dans toute population. Dans toute population, on le voit très bien en France, où d'abord c'était un problème des grandes métropoles, mais aujourd'hui il y en a dans tous les départements, y compris les grandes campagnes. Nous, en tant que Genève, on est évidemment un canton-ville, donc forcément on est plus proche d'une métropole, on n'est pas une grande métropole, et donc on est dans une situation complètement différente, et c'est pour ça que certains d'entre nous avons dit dès le début, la deuxième vague sera plus importante. Il faut d'autant plus se préparer, d'autant mieux se préparer. Est-ce qu'elles sont toujours plus importantes dans l'hisre des épidémies? Elles sont pas 1918, elle était... la grippe espagnole, oui. C'était la deuxième vague. Oui. La grippe espagnole, oui. Et elles sont souvent... on n'a pas beaucoup de vécu, on n'a pas beaucoup de chiffres, mais la grippe espagnole, définitivement, la deuxième vague était plus importante. Après, la grippe de Hong Kong n'a pas eu une deuxième vague, donc c'est toujours difficile. Mais là, le virus devenant hyper endémique, c'était évident qu'on aurait une deuxième vague. On savait juste pas exactement à quelle heure à quel moment elle allait arriver et quelle en serait l'intensité. Mais on pouvait dire qu'elle serait importante au mois de septembre déjà. Quand les HUG aujourd'hui font appel aux volontaires, aux infirmières, aux médecins retraités ou à ceux qui n'exercent plus de revenir, c'est de l'anticipation ou on est dans l'urgence? Alors il y a à la fois de l'anticipation et de l'urgence parce que comme le disait Patrick tout à l'heure, vous voyez qu'il est tout aussi bien informé que... Mais oui, parce qu'il est en permanence sensibilisé par le thème et le sujet. Et quand on est pris par ça, on peut plus lâcher le suivi. Et en effet, malheureusement, une partie des soignants vivent aussi à côté. Là, ça, c'est un message que je donne à tout le monde. Même les soignants qui ont l'habitude de ces règles de protection, qui sont pourtant pas compliquées, distance sociale, hygiène des mains, eh bien, quand ils sont dans des salles de détente, quand ils sont à la maison... Vous parlez de la cafétéria dans le livre. Quand ils vont à la cafétéria, et c'est pas un mystère. Quand par exemple, j'ai été à la cafétéria de l'Élysée les premiers jours, j'ai dit ça va pas, il faut transformer cette cafétéria. Ce qui était fou, c'était un des premiers, mais pas le premier, conseil de défense en mars. Tu peux revoir les photos. Ils étaient épaule contre épaule. Ouais. C'était hallucinant comme image. C'est-à-dire que les cordonniers on se rend pas compte, c'est au jour le jour qu'il faut vraiment penser à cette distance sociale, cette hygiène des mains. Le masque aide, comme on le sait, un peu. Quand la distance sociale n'est pas possible d'être respectée. Mais ce n'est pas du tout l'outil principal. Vous le dites beaucoup. Hein. Vous le dites beaucoup. C'est important. Les mains. Mais j'ai une question avant qu'on se tourne vers la salle, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on parle. J'ai le sentiment qu'avec cette deuxième vague, alors c'est forcément pas la première puisque c'est la deuxième, mais on a déjà vécu
Et j'ai le sentiment qu'on est moins attentif, qu'on s'est un peu habitué à vivre avec, puis qu'on se lave un peu moins les mains, puis que 3 minutes sans le masque, pas bien grave. Enfin, vous avez aussi l'impression qu'on fait un peu moins attention? Alors, certaines personnes font davantage attention. Et certaines personnes vulnérables sont extrêmement prudents et je les en félicite. Il faut comprendre qu'on ne va plus maintenant faire des baptêmes, des mariages, des choses comme ça, et même des réunions pour célébrer le fait que, etc. Il faut vraiment qu'on fasse très attention. Et puis, oui, il y a aussi beaucoup de gens qui, malheureusement, n'ont pas encore tout bien compris. Et ça, je crois qu'il faut que chacun progresse dans cette... Et c'est du changement de comportement humain, on en parle dans le livre. On a vécu ça il y a 25 ans pour transformer le comportement humain en hygiène des mains des soignants. On revit exactement la même chose, pas seulement pour l'hygiène des mains, mais pour le comportement social, en fait. Ouais. Moi, je crois qu'il y a surtout un désarroi, une fatigue, un sentiment justement de l'avoir vécu. Surtout, voilà, pour résumer ça, c'est un peu ce que je dis dans ma conclusion. Et ma conclusion, je l'avais faite en août et je l'ai refaite en septembre parce que j'avais encore la possibilité de le faire. Parce qu'on a vu basculer, encore en août, on pouvait avoir le sentiment que cette expérience était derrière nous et puis on allait pouvoir encore peut-être attendre l'hiver. Et puis tout d'un coup, on a vu que toute l'ambiance changeait, les courbes commençaient à remonter gentiment, mais surtout, il y avait ce désenchantement, ce désarroi. Et je crois que c'est simplement le fait qu'on a réalisé que c'était là pour durer, vraiment. Ouais. C'est le jour où on a compris que on n'était pas en état d'alerte, c'était pas seulement une urgence, c'était pas, il fallait tous se mobiliser, puis c'est là pour longtemps en fait. Et ça, c'est déprimant. Il y a un message fort aussi dans la BD, un message qui est délivré par Dagmar Di Meglio, infirmière urgentiste, qui dit il ne faut pas attendre une aide de l'extérieur, un vaccin. La solution doit venir de nous-mêmes, prendre soin de soi, une bonne hygiène de vie. Tant qu'on n'a pas d'autres solutions, et elle mettra du temps, l'autre solution, c'est ça. Et vous remarquerez que mes personnages féminins, Dagmar Di Meglio et aussi la nettoyeuse aux soins intensifs, à qui je donne le dernier mot de la BD, sont ceux qui spontanément amènent ces questions-là, les questions philosophiques, les questions de changer de société, les questions de changer d'hygiène de vie, les questions du climat, qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'on détruit le climat comme on détruit le social. Exact. Et c'est les femmes qui portent cette parole. D'ailleurs, dans la case suivante, après la déclaration de Dagmar, on vous voit, vous, en train de faire de l'exercice. Vous en faites toujours, j'espère? C'était factice, je ne fais pas de yoga, en tout cas pas aussi bien. Il a juste pas le temps, il travaille tellement, il faut savoir. Là, il a des dessins en retard, je le sais. Une dernière question, professeur, avant de me tourner vers la salle. On sort un tout petit peu du livre, mais on sait que ce virus, on en apprend sur lui tous les jours. Oui. Vous racontez beaucoup dans ce livre que ce virus se transmet par gouttelettes, que du coup, il faut faire extrêmement attention de se laver les mains régulièrement. Et vous dites que par aérosol, on n'a pas de preuves scientifiques ou de démonstration flagrante de sa transmission par aérosol. Sauf que depuis quelques semaines, on n'arrête pas de nous dire faut aérer chez vous parce qu'il reste machin. Vous restez sur votre position? Oui, en fait, cette position n'a pas changé, la science n'a pas changé, et heureusement. Parce que si on parlait... Alors maintenant, après, on ne va pas rentrer dans des débats techniques, mais c'est sûr que si on commence à chanter, on sait que nos postillons vont plus loin et que certains seront peut-être un peu plus petits. Et la définition d'un aérosol, en fait, c'est une gouttelette qui devient beaucoup plus petite et qui peut-être va tomber un peu plus loin sur le sol. Mais le véritable aérosol, c'est l'aérosol qui est émis dans les airs et qui peut vous infecter dans une salle alors que la personne qui l'a émise n'est plus là depuis des heures. Et ça n'est pas le cas. C'est évident. Sinon, la stratégie... On ne pourrait pas être là aujourd'hui. Hein. On pourrait pas être là aujourd'hui. Donc, je crois que, voilà, j'essaye d'expliquer parce qu'on voit d'après le R, ce fameux indice du virus qu'on discute un peu dans le livre, on essaye de vulgariser pour que tout le monde le comprenne. Voilà, on voit que ça n'est pas le cas. Après, c'est un débat qui, à mon avis, il y a eu trop de débats autour du masque. Beaucoup trop. Du coup, on a oublié la distance sociale, l'hygiène des mains. C'est malheureux. À cause du fait qu'on n'a pas écouté votre épouse, on a dit pas assez vite et surtout, on n'a pas dit la vérité.
Alors c'est un petit peu ça. Et puis surtout, il y a cette infodémie dont on parle aussi dans le livre. L'OMS maintenant a mis un groupe de travail sur ce sujet, infodémie, c'est-à-dire épidémie d'informations, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient pas bonnes, et puis des fois il y a des fake news. Vous savez qu'il y a un président dont on espère bien qu'il sera plus là bientôt, qui utilise cet outil-là pour voilà. Mais vous aussi malheureux. vous renoncez à prononcer son nom, c'est bien. Ah bah Ouais, écoutez, on oui, évite, enfin ouais. Patrick, Lui, il le dessine, vraiment c'est pas pareil. embarqué beaucoup plus loin que nous tous dans ce genre d'affirmation et de solidarité et de gestes. Et je crois que c'est important de le dire. Malheureusement, les États-Unis souffrent terriblement dans cette pandémie de cette le attitude. prix est terrible. Ah, le prix qu'ils sont en train de payer est absolument faramineux. Ouais. Et on a développé toute une série d'indices pour voir dont certains sont encore pas publiés, mais c'est tout à fait net. Ça se passe très, très, très mal. 5% de la population mondiale, mais 25% des cas de mortalité, c'est ça? Ouais. Je me tourne vers vous, mesdames, messieurs. Alors, comme on est dans une épidémie qui se transmet par gouttelettes, les gouttelettes se déposent sur le micro qu'on met près de la bouche. Donc, nous ne vous tendrons pas de micro, même avec un masque. Si vous avez des questions, vous nous la dites. Je la répéterai dans le micro pour que tout le monde entende bien. Mais n'hésitez pas, lancez-vous. Très bien, on vous écoute. Alors pour que tout le monde entende bien, la question est pour le professeur Pittet. Comment se passe la collaboration entre les hôpitaux romans, notamment en matière de transfert de patients et autres collaborations? On peut même étendre ça aux pays voisins. Hein. Oui, alors c'est important, c'est un élément très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à la première phase de la crise, où vous avez vu la chose la plus impressionnante, c'est ce qui s'est passé dans le Grand Est en France, dans la région de Mulhouse, où là, il y a eu plus de 600 transferts de patients, y compris en TGV, en hélicoptère. Une partie est venue à Genève, dans d'autres endroits en Suisse, en Allemagne et dans d'autres endroits de France. Ça a été magnifiquement réussi et une magnifique solidarité. Bravo. Alors aujourd'hui, la situation est un petit peu différente parce que comme le virus est partout, il y aura évidemment des possibilités que partout les soins intensifs, la réanimation et d'autres secteurs de soins, parce qu'on a beaucoup parlé de réanimation, mais c'est seulement 10% des malades qui vont en réanimation. Tous les autres sont pris en charge dans des soins intermédiaires ou dans des soins aigus, et là, ça se passe évidemment très bien. Donc, oui, il continuera à y avoir, et il y a toujours eu des transferts de malades, n'est-ce pas? Entre collègues, on a toujours eu des situations dans lesquelles, écoute, là, j'ai un malade un peu compliqué, je n'ai plus assez de ressources pour, est-ce que je peux te le transférer? Ça a toujours existé, et ça continuera d'exister. Je ne me fais pas de soucis de ce point de vue-là, parce que les gens travaillent ensemble, ils savent comment travailler ensemble. Vous avez vu, l'équipe de réanimation se parle, on sait au jour le jour combien il y a de lits, etc., disponibles. Donc ça n'est pas un souci. Le souci sera à partir du moment où tous les secteurs sont débordés et ne peuvent plus humainement accepter. Alors on parle du nombre de lits, mais il faut parler du nombre de soignants, parce qu'un lit, ça ne sert à rien s'il n'y a pas les bons soignants autour de ce lit. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc ça veut dire que oui, cette mobilisation, cette solidarité, elle doit se retrouver à tous les échelons. Je ne me fais pas de soucis sur ce plan-là. Le souci, c'est que l'épidémie continue de monter et que le nombre de lits et le nombre de bras et de têtes en particulier, mais surtout de bras solidaires et forts soient disponibles. Concrètement, je vais traduire journalistiquement ce que le professeur nous dit, c'est que contrairement à la première vague, on risque de devoir trier les patients dans cette seconde Alors, vague. ça pourrait arriver. Pour l'instant, on s'est préparé à devoir le faire, c'est-à-dire qu'éthiquement, il y a une préparation. Mais vous voyez, la préparation... Déjà en mars-avril, vous aviez les... Oui, déjà en mars-avril, on était prêt à ce genre, puisqu'on savait que les Italiens... Mais ça n'a pas eu lieu. Et ça n'a pas eu lieu du tout, du tout. Et en France... Les Italiens y ont eu droit, par contre. Mais les Italiens, bien entendu. Et les Italiens, les pauvres, ils ont été les premiers heurtés. Donc, ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Ouais. Et mais malheureusement... Pour que les gens comprennent bien, j'aime bien utiliser la comparaison avec la médecine de guerre. Oui. C'est-à-dire qu'en médecine de guerre, on prend d'abord les patients dont on pense qu'on pourra les sauver, et les autres sont sacrifiés. C'est le mot, ils sont sacrifiés. Tout à fait. Et alors là, malheureusement, en Italie, dans certains endroits,
même des patients qui avaient simplement de la peine à respirer et qui auraient bénéficié d'une oxygénothérapie, pas de soins intensifs, hein, on ne parle pas de soins intensifs, là on parle d'une oxygénothérapie, ils n'avaient pas assez d'endroits, ni de lits, ni de prise à oxygène pour traiter ces malades. Alors ça, je pense que franchement, équipé comme on l'est, on n'y arrivera pas, heureusement, et je pense qu'on doit absolument pouvoir l'éviter. Mais c'est vrai que c'est arrivé en Italie au cours de la première vague. Et il faut dire que pour les médecins, c'est un traumatisme considérable. Ah, c'est épouvantable. Moi, j'ai eu des collègues italiens qui pleuraient au téléphone et qui m'appelaient en me demandant de leur envoyer des respirateurs, en me disant comment est-ce qu'on peut trouver de l'oxygène? Est-ce que tu as des accès à la maison Air Liquide, qui est une maison qui produit et qui distribue 80% de l'oxygène dans les hôpitaux? Donc, on a fait des tas de choses. Les clubs de plongée ont amené leurs bouteilles d'oxygène. Vous voyez, donc pour vous donner simplement ces exemples-là. Alors, je crois qu'une partie de tout ça ne se passera pas, mais évidemment, il faut anticiper, anticiper, anticiper. Et puis, quand on dit anticiper, il ne faut pas seulement dire il faut que les hôpitaux anticipent, mais il faut que chacun participe à l'effort. Je ne parlerai pas d'un effort de guerre, parce que je pense que ce n'est pas... Mais c'est un effort collectif, civique, de chacun, chacune, parce que moins il y aura de personnes qui viendront à l'hôpital, dans les cliniques, etc., etc., alors qu'on aurait pu éviter des infections, mieux ça vaudra. Maintenant, à partir du moment où une personne est malade et que son médecin traitant lui dit il faut aller à l'hôpital, bah, évidemment qu'il faut aller à l'hôpital, parce que l'hôpital se restructure toutes les heures de manière à pouvoir accueillir. Vous avez vu, on a arrêté la chirurgie élective aux UG. Pourquoi? Pour récupérer cette capacité avec les infirmières anesthésistes, avec les anesthésistes, avec les blocs opératoires, et on en a beaucoup qui ne vont pas être utilisés, et tous les respirateurs qu'on a en réserve, qu'on n'avait pas dans un tel nombre au moment de la première vague, évidemment. Donc on est beaucoup mieux préparé, beaucoup plus équipé, mais évidemment, il faudra voir la taille de la vague et le nombre d'hospitalisés. Et la taille de la vague dépend du comportement en matière de civisme et de respect des consignes. C'est tout. On appellera ça un effort de paix. Exactement. Ça, c'est un très beau terme. Une autre question. Oui, on vous écoute. Est-ce que vous avez le sentiment que les autorités à Berne ne vous écoutent pas assez, le corps médical? Alors, c'est un peu la question que je posais tout à l'heure. Est-ce qu'ils vous écoutent? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils réagissent assez vite? Oui, alors écoutez, c'est discuté dans le livre, dans la première vague, c'est aussi présent dans la BD. C'est sûr que ce fédéralisme, à quelque part, nous pose quelques problèmes. Les discothèques étaient ouvertes à Zurich le week-end passé, alors que le canton du Valais hurlait en disant « nos hôpitaux sont dépassés ». Alors bon, dans le canton du Valais, 10 jours avant ou une semaine avant, des politiciens s'étaient congratulés en s'embrassant, sans masque, etc. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut que tout le monde comprenne, on est tous dans le même bateau. Et le Conseil fédéral est un collège, les conseillers fédéraux discutent ensemble, prennent les décisions ensemble. Je suis persuadé qu'Alain Berset met toute son énergie à remettre au diapason toute la Suisse, mais il y a urgence à ce que toute la Suisse soit au diapason. J'ai déjà dit, il faut siffler la fin de la récréation. Je crois que c'est le cas. Cet été, tout le monde a passé de bonnes vacances. Le virus, lui, n'a pas pris de vacances. Et je crois qu'il faut être bien conscient. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Et je pense qu'il faut qu'on puisse travailler tous ensemble, unis dans la même direction, même si certains cantons sont encore un peu épargnés. Le virus ne connaît pas les frontières cantonales. Et je crois que les ministres de santé des différents cantons, on leur dit, allez-y, faites, vous avez le droit de faire. Mais je pense que quand même, il faut un ordre central de manière à ce que tout le monde s'aligne. Donc on va retourner à une forme de confinement dans la semaine. Alors, ou c'est en tout cas quelque chose que tu souhaites? Je pense que ce que je souhaite en tout cas, c'est une harmonisation totale, parce que je ne vois pas pourquoi on n'harmonise pas totalement les consignes. Mais le problème, c'est qu'on ne comprend plus rien. On passe d'un canton à l'autre, on ne sait plus à quelle heure, quel machin. Et puis malheureusement, ça décrédibilise. Avec un confinement, avec quelque chose qui ressemble à un confinement. Je vais la poser autrement, si vous permettez, Patrick Chapat. Un semi-confinement. Qu'on a vécu déjà. Oui, mais on n'a pas laissé les écoles ouvertes. Oui, donc voilà, on va laisser les écoles ouvertes. Okay. Je pense qu'il faut aller dans cette direction. Pardon ? Ça va durcir. Ça va durcir. Ça ne peut pas ne pas durcir. Autre question. Oui.
Oui, c'est vous. Bon, merci pour ce débat extrêmement intéressant. Ma question, elle est corrélée plutôt avec les sceptiques, ceux qui ne vous écoutent pas, ceux qui n'ont pas fait partie des trois catégories, enfants, jeunes et personnes plus âgées, qui elle aussi, pour cette population, j'ai l'impression qu'elle est aussi en train de croître exponentiellement. Est-ce que vous avez une stratégie pour arriver à convaincre, je ne vais pas en dire tout ce qui a été fait, bien entendu, arriver à convaincre cette population, parce qu'il faut que tout le monde se réunisse pour arriver à lutter contre cette... Donc, si je comprends bien, c'est comment on fait pour convaincre ceux qui aujourd'hui disent, il y a des, j'allais dire, des négationnistes du virus, hein, qui disent, ouais, il y a eu des théories du complot. C'est les plus compliqués à convaincre, ceux-là. Oui, c'est les plus compliqués à convaincre. Mais vous savez, vous connaissez les théories de changement de comportement où vous commencez par mobiliser ce qu'on appelle la early majority, je sais plus, la majorité première, ensuite la large majority, c'est-à-dire la majorité des gens, et puis vous aurez toujours des moutons noirs au sommet de la courbe. Et puis vous atteignez le sommet de la courbe entre 80 et 90%. Si vous arrivez déjà à obtenir que tout le monde respecte les consignes qui sont établies, ces quelques moutons noirs, finalement, ils sont gênants, ils sont très gênants, mais ce ne sont pas eux qui vont compromettre les véritables mesures de santé publique. Maintenant, effectivement, malheureusement, ces personnes-là, elles surfent sur une vague, c'est une très mauvaise analogie, mais elles voient les possibilités de se faire entendre. Regardez en Allemagne, le mouvement anti-masque était anti-masque, anti-vaccin, anti-gouvernement, anti-tout finalement. Et ensuite, évidemment, théorie du complot. Je crois que ces personnes-là nous gênent énormément. Elles empêchent les gouvernements de transmettre des messages de manière crédible. Et ces personnes-là, à un moment donné, peut-être qu'il faudra... Je pense que c'est bien d'avoir des débats. Moi, je suis tout à fait d'accord d'avoir des débats, mais on ne peut pas débattre sur tout. On ne peut pas demander de ne pas porter le masque dans les transports publics, mais quand même d'avoir des soutiens de l'économie pour son bar qu'on va devoir fermer. Vous voyez, ça ne va pas ensemble, ça. C'est pas... Et d'ailleurs, Christine Lagarde l'a très bien dit dans un message dernièrement, je crois qu'elle était d'ailleurs avec Darius, c'est très clair, il faut être clair. On a bénéficié et on bénéficie dans les États qui fonctionnent bien de tout ce renfort. Il faut aussi que chacun participe à l'effort de paix. Oui. Mais moi, elle a été un peu moins délicate avec le troisième âge. Mais... Il y a une réponse assez simple à ça. Parce que les anti... C'est une coalition de beaucoup de choses très différentes, anti-ci, anti-ça. C'est même pas... Chacun a sa petite chapelle. Et puis, j'ai vu les experts comme Didier se débattre avec des pseudo-experts. Et j'ai trouvé que c'était assez... Il y avait des débats. Vous étiez assez courageux de toujours essayer d'expliquer. Il y a eu des contradictions parce qu'on n'a pas tous eu, même dans ton parcours, il y a des choses que tu as pensées à certains moments qui ne sont pas avérées vraies, d'autres choses qui étaient peut-être... Tout ça, tout le monde a tâtonné face à la nouveauté. Mais il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'aller voir aux soins intensifs. Parce que quand on dit « oui, mais la grippe, truc machin », on va aux soins intensifs. Et un chef de service va vous dire « je n'ai jamais vu ça ». Ça n'arrive pas. La grippe, elle arrive chaque année. Il y a des morts. Oui, tant de morts, notamment en gériatrie. Mais ce qui se passe avec une maladie respiratoire où on meurt en s'étouffant, on meurt de noyade interne, ça engorge les soins intensifs qui ont dû doubler, tripler leur capacité. Ouais. Donc c'est là la réponse. Il faut juste aller au cœur du réacteur et après on se tait. On dit ah bah oui, il se passe un truc. Alors ce que je dis des fois cyniquement, c'est si chacun avait dans son entourage quelqu'un qui a été malade du Covid de manière sérieuse ou de manière non sérieuse, parce que certains ont des symptômes qui durent quand même pendant assez longtemps, et puis sont vraiment mal fichus pendant longtemps, et puis ensuite perdent le goût, et puis il y a même des complications un petit peu tardives, etc. Eh bien, si chacun était conscient de ça, je pense que chacun appliquerait les précautions qui sont tellement simples à appliquer, vraiment tellement simples à appliquer, tout se passerait bien. Je vous rappelle que si on applique distance sociale, hygiène des mains, systématiquement, le virus ne se transmet plus, c'est fini, hein. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler. Il y avait encore deux mains qui s'étaient levées. On va prendre encore ces deux questions et après on devra s'arrêter parce qu'il y a encore la séance de dédicace. On vous écoute.
Alors, la question est celle de changer nos habitudes, et notamment en termes de distance sociale. C'est vrai qu'on n'a pas cette habitude. On n'a pas l'habitude, non. Voilà, la question qui revient tout le temps et qu'on vous pose sans arrêt, professeur Pittet, c'est quand c'est qu'on pourra à nouveau s'embrasser. Oui, mais alors bon, d'abord je m'excuse parce que distance sociale, c'est un mauvais terme, on devrait dire distance physique. Oui. Mais on a tellement dit social distancing en anglais que voilà, moi j'arrive plus à corriger tout le temps. Mais c'est distance physique, d'accord? Et elle est de 1,50 m en Suisse, elle est de 2 mètres en Angleterre, elle est de 1 mètre en France. 1 mètre, c'est vraiment la distance voilà, minimale, et puis 1,50 m, c'est un peu une extra sécuritaire. Voilà. Et comment est-ce qu'on transforme ceci? Je peux vous dire qu'il y a des tas d'endroits où vraiment c'est largement et très très bien appliqué et que ça, on sait que ça marche. Et puis l'hygiène des mains, on sait que ça a pris des années et on parlait tout à l'heure d'hygiène des mains, on a fait des distributions d'alcool, ce flacon par Terre des Hommes au mois de juin, on les a fait au mois de septembre, eh bien on en a distribué 6 fois plus au mois de juin qu'au mois de septembre. Et ça veut dire que les gens ont oublié, etc. Et puis on consomme à Genève, parce que j'ai un petit peu des données sur la consommation de Genève, sur ces 4 derniers mois, moins de 5%, entre 5 et 10% des quantités de solutions hydroalcooliques qu'on devrait consommer. Donc ça veut dire que les gens n'ont pas encore compris et ça prend du temps d'entrer dans ces... Vous devriez sur vos tables, vous devriez en avoir dans votre poche, autour de la ceinture, etc. Il faudrait avoir un set du confiné avec une banane autour de la ceinture. Vous pouvez pousser pour avoir... Voilà, il y en a qui m'ont été proposés, il y en a qui sont en préparation. Mais je crois qu'il faut que les gens comprennent. On est tous dans le même bateau. Et oui, cette distance sociale, il va falloir s'y habituer. Oui, pendant 1 à 2 ans, et ensuite on pourra commencer à se refaire la bise, mais on apprendra qu'en période de grippe de chaque année, eh bien, il vaut mieux pas se faire la bise, parce que c'est comme ça qu'on donne la grippe à grand-papa, grand-maman, et chaque année, on le sait, il y a des excès de mortalité de grippe liés malheureusement à la grippe. Alors vous me direz, oui, voilà, on a fait toutes les statistiques, on a corrigé toutes les années de mortalité par rapport à la grippe. Covid sort malgré toutes ces corrections comme jamais rien n'est sorti. Donc aux sceptiques, mais il y en a de moins en moins, qui disaient qu'il n'y avait pas de mortalité attribuable, oubliez, parce que des statistiques sont très claires. À ceux qui pensaient que ce serait un effet de fauche ou un effet de moisson, que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, mais que j'explique dans le livre, eh bien, vous verrez que ce ne sera pas un effet de moisson. Donc oui, c'est très sérieux, c'est très facile à prévenir, il faut changer nos habitudes. Pendant encore 1 an ou 2, oui, c'est vrai. Et puis ensuite, on gardera quelque chose probablement, mais on pourra de nouveau se faire la bise, bien entendu. Quand je l'ai dit une fois, et d'ailleurs je le dis dans le livre, j'ai dit une fois, parce qu'un journaliste m'a un peu pris au piège, j'ai dit pendant 6 mois, pendant peut-être 12, peut-être davantage, eh bien c'est seulement le 2 ans qui est resté dans le journal. Ouais. Et puis après on m'a dit, mais tu dois pas faire ça, parce qu'en sociologie on fait pas ça, tu casses l'espoir. Oui, mais enfin bon, c'est la transparence et de l'honnêteté. Alors je ne sais pas où elle a... Il y a d'autres personnes qui m'ont dit que j'ai bien fait, mais voilà. Donc avec un peu de chance, je vous embrasserai pour vos 66 ans. C'est voilà, promis. Voilà, on va dire comme ça. La dernière question est pour vous. Voilà, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais on a effectivement applaudi les soignants pendant la première vague. Dans certains pays, on leur a fait des tas de promesses qu'on n'a pas encore tenues. Aujourd'hui, ils sont fatigués. Il y en a un certain nombre qui ont démissionné, il y en a qui sont partis parce qu'ils n'en pouvaient plus. Comme le dit Madame, il y a une décision de baisse de salaire qui est arrivée du côté du Conseil d'État, ce qui n'a pas arrangé les choses. Je vais y ajouter quelque chose. Moi, je suis surpris qu'on ne les réapplaudisse pas, que ce ne soit pas revenu. Oui, alors d'abord, ce que je tiens à vous dire, c'est que les soignants, et d'ailleurs tous les autres collaborateurs, on dit toujours les soignants, disons tous ceux qui collaboraient, et puis on applaudissait aussi les caissières, on applaudissait tout le monde, je veux dire, ça a été très, 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 très apprécié, vous vous rendez pas compte. C'est incroyable comme les soignants ont apprécié, et merci. Et moi, je serais évidemment pour qu'on recommence, même s'il faudrait peut-être trouver d'autres moyens, parce que les gens n'aiment pas tellement
tellement les répétitions, mais je pense que c'était très émouvant. Alors maintenant, personnellement, je ne suis pas évidemment en charge de quoi que ce soit de ce genre de décision. Le directeur général de l'hôpital, Bertrand Levrat, s'est exprimé par rapport à ça. Il va continuer à certainement s'exprimer. Il est en ligne directe et permanente avec Mauro Poggia. Je peux vous dire qu'il se voit tous les jours, comme au moment de la première vague. Donc oui, il y a des choses. Moi, j'ai aucun impact sur ces décisions-là, évidemment. Mais évidemment, elles arrivent au très mauvais moment, tout comme les perquisitions au domicile d'Olivier Véran et de Jean Castex étaient totalement inappropriées telles qu'elles ont été. Voilà, mais bon, ça, des fois, ça nous dépasse complètement. Et je pense que oui, il faut trouver un moyen de soutenir au maximum, mais soutenir au maximum, c'est en faisant de la promotion des bonnes pratiques aussi. Vous devez tous le faire. Vous devez tous le faire parce que on est tous dans le même bateau. Et si vous, à votre échelle, chacun d'entre vous, parvient à réduire ces réunions qui... Vous savez, il y a eu les vacances d'octobre. Il y a beaucoup de mes amis qui sont allés les passer dans leur chalet avec leurs ados et qui forcément, étant plus proches de leurs ados, voilà, sont devenus positifs et ils nous ont téléphoné. Qu'est-ce que je fais? Bah voilà, t'es positif, ça va passer. Mais c'est sûr que c'est compliqué de prendre de la distance avec son ado qu'on adore. Mais si lui a passé hier sa soirée avec d'autres ados, c'est un risque que vous courez, mais surtout que vous faites peut-être courir à vos parents et à vos grands-parents et à votre entourage et à vos proches. Et je crois que voilà, c'est comme ça. On en est arrivé là. Chacun est responsable. Et le Conseil fédéral travaille avec c'est pour ça que la Suisse a tellement tablé sur la responsabilité. Peut-être que ça n'est plus la bonne méthode. Vous avez vu que la France, et j'en parle dans le livre, a été plus directrice, a été peut-être même infantilisante. On en parle dans le livre et c'est un peu pour ça que j'utilise aussi la France pour en parler. Est-ce que c'était juste? Est-ce que c'était pas juste? Pour certains, c'était totalement injuste. Certains réagissent aujourd'hui parce qu'ils sont de nouveau en confinement et ils estiment d'être infantilisés alors qu'ils sont davantage responsabilisés que dans la première crise. Donc tout ça, je pense qu'il faut que chacun prenne conscience qu'on est tous responsables. Et c'est ça, je crois, le message de santé publique principal. Voilà, on a même dépassé le temps qui nous était imparti. Merci beaucoup d'être venus. J'ai encore 2-3 petites choses à vous dire. On va dire merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, puisqu'on était en direct sur les réseaux sociaux. Vaincre les épidémies, de la prise de conscience aux gestes qui sauvent, c'est le titre de votre livre, professeur Pittet, en collaboration avec... en collaboration étroite avec Thierry Crouzet, c'est chez Hugo et compagnie dans la collection Hugo Doc. Et puis Patrick Chapat, Au cœur de la vague, reportage dessiné. Les arènes, c'est coédité avec Courrier International et Le Temps. Ces 2 ouvrages sont en vente dans le couloir. Il y a une séance de dédicace qui est organisée. Mais alors, pour la séance de dédicace... La friction, le masque. Attendez, pour sortir de la salle, déjà, pas tous en même temps, hein, vous ne me faites pas un troupeau à la porte, là. Les uns derrière les autres, 1,50 m entre chacun. Ceux qui ne veulent pas de dédicace se mettent sur la file de droite et prennent directement l'escalier pour descendre. Ceux qui veulent une dédicace se mettent sur la file de gauche et partent en direction du bar. Mais vous gardez les 1,50 m, parce que sinon je vais me faire appeler Arthur, moi. Hein. Alors s'il vous plaît, parce que tant Patrick que moi sommes un tout petit peu homme public. Donc on aimerait bien que ce soit parfaitement respecté. Voilà. Et vous pouvez le respecter, c'est évident. Donc friction hydroalcoolique, masque. Voilà. Patrick, il est prêt. Vous lavez les mains, vous portez le masque pour aller à la dédicace. Et je vais vous demander de remercier chaleureusement nos invités pour ce merveilleux moment qu'on a passé avec eux. Il reste encore 2 secondes. Sans le masque, parce qu'on va vous avancer un peu, professeur, avec votre siège, pour les photographes de presse. Ouais. C'est bon? On est coupé? Nathalie? On est coupé? Merci. Donc avancez-vous un peu, comme ça ils peuvent faire les photos. Oui, un peu.